principale déception, pour moi, quoi, c'est un peu comme un Cannes, quoi. C'est le genre de truc, seulement d'avoir marché dans ce jeu des récompenses, et donc à un moment donné d'y croire et d'avoir cette. Et puis en fait de te rendre compte que c'est comme d'hab. Et surtout, c'est un truc qui ne m'a jamais préoccupé, quoi. Pas plus que le cinéma, ça m'a jamais vraiment préoccupé au départ. C'est un truc que j'ai pas cherché à faire à tout craint. Enfin, pour moi, c'était quand même l'essentiel, c'était d'être comédien pour le théâtre, sur les planches. Après, le cinéma, c'est venu comme ça. Donc, puis pas avec n'importe qui, quoi, avec Léos. Carax, il met la barre très haut, quoi, par rapport à une qualité de film, un genre de film. Et puis c'est vrai qu'avec Léos, on a fait quand même des beaux films, je pense. Et j'ai fait des rôles, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément avancer dans mon travail de comédien, même pour le théâtre. Parce que finalement, de faire l'aller-retour entre le cinéma et le théâtre, c'est enrichissant pour les deux, finalement. Et en fait, avec Léo, c'est sûr qu'on n'a jamais été distingué en France pour aucun film, ni lui ni moi, pour notre travail. Entrée. Et donc là, c'était brusquement dit, ah oui, ça arrive. Il y a déjà eu Cannes, brusquement on était dans la compétition officielle. C'était les Césars où on était nominés, quoi. Donc c'est effectivement, on se dit, ah ouais, peut-être on va avoir une reconnaissance officielle de notre travail. Et en fait, non. Donc c'est surtout rageant, c'est d'avoir marché dans le truc, quoi. D'avoir cru, et puis en même temps, après, moi, j'ai pas pris ça mal, j'étais plutôt soulagé quand j'étais à la cérémonie, là. Tellement c'était médiocre, le show, et tellement c'était pitoyable, qu'au bout d'un moment, surtout, en fait, le prix du meilleur acteur, c'est vraiment à la fin, quoi. Donc on est obligé de se fader tout le truc et d'avoir la pression et de dire ok, je reste calme, tout va bien. Et puis qu'est-ce que je vais aller dire si jamais ça m'arrive. Il y a un truc, essayer surtout de faire une. Moi, ce qui me préoccupait le plus, ça m'a mis la pression, c'était pendant une semaine au moins, tous les soirs, je me prenais à forger dans ma tête une phrase de remerciement, pas trop ringarde, assez exhaustive par rapport à tous les gens à qui j'avais envie de rendre hommage. Dont votre mère? Pardon? Non, je rigole, je dis dont votre mère. Oui, je pensais parler de faire un coucou à ma mère, oui. Je voulais essayer d'éviter d'employer le mot merci. Donc je voulais forcément rendre hommage à Léos, parce que c'est quand même lui qui m'a amené jusqu'ici. Et puis essayer de faire un truc de correct, quoi correct, j'en sais rien, mais j'avais des idées. J'aurais peut-être commencer par une phrase en merdogon. Maintenant, rétrospectivement, quand je repasse à la cérémonie, mais c'est un peu. C'est à dire, en fait, ce qui est embarrassant, ce qui met en colère, c'est d'être mis dans une position, d'être pris en otage par ce genre de cérémonie et cette connerie. Parce que c'est une grosse connerie. Et c'est ça, en fait, qui me met le plus en rage. Parce que c'est et c'est tout le jeu des récompenses. Moi, c'est une chose qui a été abolie un peu à l'école, déjà, avant il y avait un tableau d'honneur. Ensuite, au conservatoire, c'est à moi que ça a été aboli aussi, quoi. Moi, j'ai jamais participé à ce genre de truc, j'ai jamais été concerné par les récompenses. Et puis surtout, moi, principalement, j'ai abordé j'ai voulu faire comédien aussi, parce que j'ai horreur de l'esprit sportif, quoi. J'ai horreur de la compétition et je pensais que c'était un domaine qui n'était pas compétitif. Et donc, il s'avère que oui, malgré tout, ça l'est, quoi. Parce que dès qu'il y a du commerce, c'est concurrentiel, c'est compétitif, quoi. Et en fait, c'est tout un côté qui me fait chier, qui veut rien dire en plus dans ce travail-là, quoi.
Donc, meilleur acteur, ça veut rien dire, ou meilleur film, ça, c'est très très subjectif. Et puis c'est vraiment. Et moi j'y allais aussi en sachant que c'était important, comme à Cannes. Au départ, j'aurais pu même pas aller à Cannes. J'étais pas en état avant d'aller à Cannes. Et puis je me suis remis en état pour faire bonne figure. Parce que pour accompagner le film de Léos. Parce que je pense que c'est important le cinéma qu'il fait. Et puis bon, c'est une chance pour moi d'y participer. Et pour moi, c'est aussi ce genre, je réalise maintenant, quoi, depuis quelques temps, que c'est une affaire commerciale. Donc aussi, c'est une question de survie pour ce cinéma-là, pour le cinéma d'auteur. Et donc, enfin, finalement, ils n'ont pas envie qu'on vive. Donc en fait, c'est un peu un cinéma de résistance. Et en fait, je suis encore plus heureux d'en faire partie, quoi. Mais donc, forcément, ce qui est, là où c'est vache, c'est que vous êtes pris en otage dans ce clinquant, et après, bah, forcément, il y a une certaine amertume, voire une rage. Depuis hier, j'avais envie de mordre tout le monde dans la rue. Et surtout, je ne veux même plus voir Heineke en peinture. C'est quoi Voilà. la phrase que tu aurais dit en mer de Gon se soupe. Et je parle encore à peu près couramment mer de Gon. Je suis bien le seul. C'est Jean-François Balmer, il a complètement oublié. Et Léos, il n'a jamais parlé, mais moi ça va, j'aime bien, quoi. C'est vraiment sympa comme langue. Ouais, et puis c'est ouvert, quoi. On peut encore inventer des mots. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire de mer de Gon, de comment c'est venu? Est-ce que c'est un vrai vocabulaire? Oui, absolument. J'ai pas amené mon lexique, mais. Et c'est en fait, finalement, pour ce film-là, pour Merde à Tokyo. En fait, ça a été des retrouvailles avec Léos, genre 15 ans après le tournage des Amants du Pont-Neuf, qui était le troisième film qu'on faisait ensemble, qui a été un film quand même assez monstrueux, ouais, qui était un peu une alu, quoi. C'est-à-dire c'est un film qui a commencé le tournage il a commencé en août, fin août 88, et il s'est terminé en mars 91. Vous voyez, donc ça fait un paquet de... Ça fait 3 ans complets, mais on n'a pas tourné tout le temps. Mais on était suspendu au tournage durant ces 3 ans, quoi. Avec des arrêts. Si je résume la situation du film, on a commencé... Déjà, la préparation du film, on a commencé fin 87. On a, avec l'entraînement, l'acrobatie, etc. On a commencé le tournage en août 88, façon catastrophique. Il y a vraiment 2 guingois. Le truc, ça, c'est très très mal engagé, déjà le tournage. On a tourné jusqu'à décembre 88. Là, il n'y avait plus d'argent. Et on n'avait pas fait le quart du film. Et on avait fait des très belles scènes. Genre quand je crache le feu, la scène sur la Seine avec le ski nautique. Des belles scènes, quoi. Mais bon, ça suffisait pas à faire un film. Donc on a attendu qu'il y ait de l'argent qui retombe. Et puis il y avait le décor en plus, qui était en construction, qui était à Montpellier. Si on a tourné à Paris, à Montpellier. Et en fait, on a recommencé en août 89. Là, ça a duré à peine un mois. Il y a les nouveaux producteurs qui étaient des escrocs qui sont partis avec la caisse. Donc moi, je me suis retrouvé sur le pavé de Paris. Parce que j'avais tout largué, je pensais partir à Montpellier.
Et puis on a fait vraiment les scènes les plus trash, les scènes à Nanterre, où je suis totalement cassé, je me fais traîner par les SDF sous la douche et tout. Puis du jour au lendemain, il y avait tout le monde qui avait repris ses billes, comme il n'y avait plus d'argent. Je me suis retrouvé à la rue, j'avais largué mon appart et tout, c'était super. Et après, ça a recommencé. Je me suis remis, en fait, c'est quand même grâce au théâtre que j'ai pu récupérer, que j'ai retrouvé ma santé mentale et physique. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé une pièce comme ça, qui se montait très vite à Saint-Denis, une petite pièce de Brecht qui s'appelle Le Chien Mort, juste pour un mois. Donc j'ai pu accepter parce que le problème, c'est sur les arrêts du tournage, le film, et ça menaçait de reprendre tout le temps, quoi. Je ne pouvais pas m'engager sur des projets vraiment à long terme. On disait oui, on va avoir des nouvelles à la fin du mois, puis non, au début du mois, comme ça, mais ça a traîné comme ça pendant une saison presque. C'est-à-dire, on a arrêté en septembre 89 et on a repris en août, toujours en août, je ne sais pas pourquoi, août 90 en Camargue, et on a fini à Paris en mars 91. Donc c'était vraiment un film, un tournage un peu dur, où je crois que c'était limite, quoi. Moi j'ai failli péter un câble plus d'une fois. C'est un des films où je me suis dit, putain, où je ne savais plus où était la notion de jeu, la notion de vie, tellement c'était très différent justement de Monsieur Merde. Parce que Monsieur Merde, c'est vraiment un personnage qui est complètement composé. Donc il y a une forme comme ça qui est pensée, il y a une composition physique, il y a de l'artifice, il y a la barbe, il y a des ongles, il y a l'œil. Tandis que là, c'était un truc qui était beaucoup plus le personnage d'Alex dans Les Amants du Pont-Neuf, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était un truc qui était vraiment sculpté sur moi, quoi, à l'intérieur et tout. Quoi. C'était proche de moi, en même temps c'était loin de moi, mais c'était un personnage d'un autiste, clochard et tout. Quoi. Et comme à l'époque, dans la manière dont on a appris à se connaître avec Léos, quand même sur 30 ans, parce que les premiers films c'était en 83, et qu'au départ il était dans un peu une défiance par rapport à l'élément acteur, comédien. C'est-à-dire, c'est autant, quoi, je me suis rendu compte après, quoi, sur un tournage, il y a des choses qu'on peut maîtriser, qui sont concrètes, qui sont le décor, qui sont les costumes, qui sont la lumière, tout ce qui fait l'image, et l'élément comédien, c'est quand même l'impondérable. C'est parce que c'est vivant, quoi, donc ça peut réagir d'une manière ou de l'autre. Ça a aussi un imaginaire, ça a aussi des sentiments, quoi, c'est vivant, quoi. Et je pense que Léos, il avait il n'était pas tellement confiant au départ. C'est-à-dire, en fait, il y avait une telle recherche d'authenticité qu'il voulait presque, qu'il pouvait commencer à y croire, que j'étais capable, même Juliette aussi, quoi, de jouer les personnages à partir du moment où on éprouvait on était dans l'atmosphère, plongé dans l'atmosphère, quitte à aller dormir dans la rue, quitte à salir, quitte à se destroyer un peu, quoi, un coup de mauvais vin, quoi, d'aller chercher vraiment cette âpreté, ce qui fait très peur. Puis à un moment donné, on ne sait plus, quoi, où est le jeu, où est le plaisir du jeu, où est sa réalité dans la vie, quoi. Bon, en même temps, c'est pour un tournage, c'est un temps limité. Puis quand même, il y a un certain confort à côté. On n'est pas complètement à la rue, mais c'est assez perturbant, quoi. En tout cas, c'est un film, c'était assez... ouais, c'est particulier, mais je ne regrette pas. Hein, c'était une aventure. Ça m'a permis d'éclaircir pas mal de choses par rapport au jeu. Aussi par rapport à l'idée d'identification au personnage. Par rapport à tout ce qui peut se trimballer sur la méthode Stanislavski ou l'acteur studio, quoi, de relativiser un petit peu comment dire, les paramètres d'un personnage. Surtout quand on joue un personnage sur 3 ans, on se dit, par rapport à ce qu'on peut apprendre dans les écoles, sur des raccords intérieurement, par rapport à un personnage, là le raccord, il est que, parce que c'est la même personne qui porte le personnage, je ne peux pas dire que je suis le même entre 88 et 91. Et pourtant, et ça je me dis, non, en fait, l'essentiel c'est quand même que le spectateur reconnaisse le personnage. Donc c'est la silhouette qui compte. Et après, à travers cette silhouette, le personnage, il peut être, finalement, plus il a des facettes différentes, même contradictoires, plus il est humain. Donc c'est ça que j'ai découvert là-dedans, et que je trouve passionnant.
Après, quand on a abordé Merde, c'était 15 ans après, en 2007, il me semble. Il y a eu cette proposition avec Léo. On s'est dit, bon, peut-être on va plus jamais tourner ensemble parce que c'était quand même dans des rapports assez tendus, surtout le tournage des Amants du Pont-Neuf, avec tous les accidents, quoi, bref, je vais pas vous raconter tout, quoi, je raconterai Juste une anecdote, parce que Cosme me disait au début des Amants du Pont-Neuf, cette fameuse scène où tu montes dans un bus et où on t'amène à ce cours populaire, enfin l'endroit où... À Nanterre. Ah ouais, à Nanterre. Ouais, c'était complètement réaliste, c'est ça en fait. En gros, il t'a mis dans un bus avec des clochards qui pensaient que t'en étais un. Oui. Ouais, c'est ça le jeu. Mais c'était surtout important parce qu'on avait vraiment un bus, les bleus là, qui ramassent les gens dans la rue. Ils ne sont pas forcément des clochards. Des fois, il y a des touristes bourrés qui se laissent piéger, qui sont emmenés à Nanterre. Il y a un peu de tout. Et puis ce qui était important, c'était qu'il y avait un vrai équipage de clochards avec les bleus qui sont des CRS déclassés, donc qui sont particulièrement chiens. Et moi, j'étais totalement conscient, mais un peu imbibé, quoi, juste ce qu'il fallait. Et puis j'étais écroulé dans du faux vomi. et forcément, les clochards qui étaient à côté de moi, ils me prenaient pour... ils ne faisaient pas la différence. Hein. De toute façon, ils étaient tous cuits, donc c'était bien. Mais par contre, là où je les ai feintés, c'est... tant qu'on était en bus, ça allait. Puis après, on est descendu du bus, il y a une scène donc où il y a une femme et un type qui me prennent comme ça et puis qui me traînent à moitié évanoui, pas vraiment, jusqu'aux douches. Et seulement le problème, c'est qu'au cinéma, il faut faire plusieurs prises. Et moi, j'avais parfaitement percuté le truc que les gars, ils acceptaient de me porter, pas pour jouer, ils s'en foutaient de la caméra, mais parce qu'ils croyaient, on leur avait dit, et puis ils croyaient que j'étais vraiment pas capable de marcher. Et je me suis dit à ce moment-là, mais quand on va refaire la scène, si on doit refaire la scène, s'ils me portent là et qu'ils me voient revenir tranquillement, ils vont jamais vouloir me reporter encore. C'est clair. Et donc, j'avais dit au premier assistant, écoute, je peux pas revenir à pied au bus, sinon ils vont pas vouloir refaire la scène. Il dit, le mieux c'est que tu me ramasses et que tu me ramènes sur ton épaule, comme ça, et on a fait comme ça, quoi. On n'a pas tourné beaucoup, mais quand même, ça a permis de oui. Mais c'était vraiment, du coup, c'est le début du film, c'est vraiment du cinéma réalité, quoi. C'est-à-dire, c'est d'être le seul à jouer au milieu de gens qui jouent pas du tout. Donc c'est passionnant, mais c'est intéressant comme rapport justement d'authenticité, d'y croire, quoi, ou d'y faire croire. Après, c'est assez périlleux parce que tu vois, une sorte de truc qui dure comme ça sur autant de temps, on s'y perd, quoi. C'est un des personnages dont j'ai eu du mal à me débarrasser, quoi. Cet Alex-là. Oui, ou même d'être d'accord de jouer un mec complètement dans un état vraiment second au milieu de personnes qui sont vraiment dans un état second et d'être d'accord d'être le seul acteur dans une sorte de documentaire, enfin, au début, quoi. Oui. Du coup, quelque part, quelle est ta place à toi quand tu mimétises ces gens-là pour une histoire complètement fictionnelle qui va raconter presque leur histoire à eux. Enfin, il y a quelque chose, il y a un pont, un endroit où l'acteur doit se positionner par rapport à ce qu'il est en train de faire quand il joue au milieu de la réalité, quoi. Bah, c'est pas de me positionner, ça allait de soi, c'était pour entrer de plein pied dans le film, pour pouvoir après raconter une histoire. Effectivement, peut-être ce qui peut être un peu délicat, c'est que c'est des plans qui leur sont volés à ces gens-là. Mais bon, j'en étais pas à me poser la question, pour moi c'était une question de tenir le coup surtout. Et je trouve que c'est c'est des scènes qui témoignent de quelque chose qu'on voit rarement, en fait, qui est rarement filmé. Et je pense que les gens, en plus, dans l'état dans lequel ils sont, de misère sociale, ils sont au-delà de ça, quoi. C'est pas vraiment leur faire du tort que de les montrer bien sûr, comme ça. Non, mais moi je trouve ça passionnant. Ça m'est arrivé à plusieurs fois d'être confronté dans du cinéma, dans un contexte de gens qui jouent pas. Aussi bien à Nanterre, ça m'est arrivé de faire un film avec des autistes dans un milieu psychiatrique, mais c'est-à-dire dans un lieu ouvert. C'est un type qui s'appelle Claude Sigala qui a initié ça près de Montpellier aussi, comme quoi. Ça s'appelle Un lieu de vie.
s'appelle le Choral, où il accueille des malades mentaux, des autistes, des psychotiques, et c'est pas fermé, quoi. Il n'y a pas de traitement il y a le moins de traitements médicaments possibles, et c'est ouvert, ils peuvent sortir, un peu l'idée c'est vivre avec, c'est pas forcément les remettre, ni les enfermer, ni essayer de les remettre bien cadrés dans la société, c'est d'accepter la folie en fait, hein, la maladie mentale. Et donc moi j'ai tourné avec au milieu de plein d'autistes comme ça, et donc ça me met la barre très haut, parce que c'est des gens qui jouent pas, mais qui ont une densité humaine comme ça qui est très très forte, qui ont une présence énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce genre de cas. Même sur scène, moi j'ai vu des spectacles avec des malades mentaux, mais les comédiens ils sont pas à la hauteur. Parce qu'il y a une sorte il y a une manière de jeu, mais du jeu qui est au-delà de la représentation, quoi. Qui est du jeu perpétuel, quoi. Oui. Alors du coup, est-ce que cette expérience, ça vous dit, vous vous rapprochez de jouer, de ne pas jouer, de l'idée que jouer, ce n'est pas jouer. Que le meilleur jeu, c'est de ne pas jouer. Ah si, c'est de tout le temps jouer, quoi. C'est de tout le temps jouer. Ah, oui, c'est pas ça. Je sais pas. pas, mais c'est forcément, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que c'est du jeu, en fait. Et après, finalement, les autistes ou les SDF, hein, ou les gens comme ça qu'on prend dans des moments de vie, effectivement, ils ont perdu la notion du jeu, du pas-jeu. Il y a quelque chose qui est... ils n'ont pas la notion de la représentation, d'être vu en fait, où elle est diffuse cette notion-là, quoi. Quoique, elle existe quand même, parce qu'avec les autistes, ils étaient parfaitement conscients de la caméra. Et c'était d'avoir envie d'accepter ce jeu-là, ou de se bloquer, de se rouler par terre, de rien vouloir faire. Et donc il y avait quand même ce rapport-là au jeu. Mais c'est quand même pour moi l'expérience des amants du porno, parce qu'après, effectivement, le non-jeu ou de se prendre trop au sérieux dans le fait de jouer, ça d'y croire trop, donc de plus avoir le rapport simplement de plaisir du jeu. Et c'est pas exactement de la distanciation, parce que ça c'est des mots brechtiens, quoi. Quoique je le comprenne un peu plus, mais il n'y a pas que ça ou que ça. Mais c'est simplement du plaisir de jouer comme les enfants, en fait. C'est vraiment ça. Les enfants, ils sont à fond dans le jeu, possiblement dans l'imaginaire, c'est développer de l'imaginaire. C'est pas d'être ça, c'est de faire retentir, de s'y croire, en fait. Et dans le fait de s'y croire et d'être conscient du rapport, d'être vu aussi, de jouer pour un regard, et ça c'est très important. Et c'est là que ça protège de la folie. La folie, si ça, on se met à jouer, comme ça arrive, c'est l'écueil ou le piège, quoi, pour certains comédiens plus ou moins fragiles, ou qui vont dans des expériences limites, ou qui sont prédisposés à ça, c'est de tomber dans la schizophrénie. C'est de plus arriver à se décoller de l'emprise d'un personnage, ou de se mettre à être dans la vie sous prétexte de jeu, mais à plus comprendre, quoi. Et donc c'est important. Et donc, pour en venir quand même à l'histoire de Monsieur Merde, parce que pour moi c'est une étape importante dans le travail avec Léos, c'est quand il m'a proposé ce personnage, donc 15 ans après, avec un peu le traumatisme de cette histoire des Amants du Pont-Neuf. Donc moi j'étais un peu méfiant de mon côté. Je me dis putain, qu'est-ce qu'il va me demander de faire encore. Ah oui, parce qu'à chaque film, en fait chaque film c'est quand même quelqu'un qui m'a poussé dans des extrêmes, mais de façon positive, c'est-à-dire, mais qui m'a, et c'est bien de toute façon, c'est génial, c'est une chance de rencontrer des gens comme ça. Ça arrive au théâtre aussi, mais des gens qui vous poussent pour exceller, quoi, qui vous font dépasser un certain confort de jeu ou des choses que vous savez faire. Ça c'est épatant. Et donc, qu'est-ce qu'il va me demander encore de faire? Parce que pour chaque film, finalement, il m'a demandé des choses que je ne savais pas faire, qui me faisaient à la limite très peur, quoi. Pour Mauvais Sens, ça a été le deuxième film qu'on a fait ensemble. Il a déjà mis la barre très haut. Il fallait que je saute en parachute, que je fasse de la moto,
des trucs que j'avais, de l'acrobatie, etc. Des trucs que j'avais en moi, qui avait perçu en racine, chez moi, qui étaient des possibilités, mais qui m'a demandé d'agrandir, quoi. Et donc là, effectivement, j'ai eu le scénario, on s'est revus, on s'est retrouvés, on se voyait un petit peu, mais bon, parce qu'on habite dans le même quartier pendant un moment. Et puis, il est venu me voir avec le scénario qui était une commande des Japonais, en fait. Parce que quand même, faut savoir qu'en France, il a eu un peu une heure de gloire, Léos, avec Mauvais Sang, son deuxième film, qui a été reconnu, qui a été vraiment en phase avec une génération, dans les années 85-86. Après, il y a eu Les Amants du Pont-Neuf, qui a été une catastrophe financière. Voilà, c'est juste, mais pas simplement. Ça a été aussi une sorte d'aventure énorme, surdimensionnée dans le cinéma français, à tous les niveaux, pas simplement au niveau financier. Parce que la presse, quand c'est sorti, a mis le doigt là-dessus, mais bon, il y a autre chose. Et puis, après, il y a des films qui ont coûté beaucoup plus cher pour pas grand-chose, quoi. Genre des Astérix, des trucs comme ça. Mais bon, c'est ça, c'est le milieu du cinéma. Et donc, il y avait personne qui voulait le produire en France après l'échec de film dans lequel j'ai pas joué, qui s'appelle Paula X, avec Guillaume Depardieu, et qui a été un échec, qui est un film passionnant, quoi, mais qui a pas du tout, qui a été jeté de partout, quoi. Comme quoi, il y a vraiment une sorte de, il s'est bâti une sorte de, malgré lui ou à cause de lui, je sais, une sorte d'aura de cinéaste maudit, de mégalo. Il s'est fait traiter de tous les noms par la presse. Donc c'est bizarre, c'est étrange. Il a suscité beaucoup de jalousie, forcément, parce qu'il a vraiment du talent, sinon du génie. C'est vraiment un grand artiste, je trouve. Et donc, à l'époque, il essayait de monter des projets, parce que sa vie, c'est quand même de faire des films. Même si il n'en a fait que 5 en 30 ans, 4, 5, 5 et demi avec Monsieur Merde, avec Tokyo, quoi. Et donc il y a eu cette proposition des Japonais de faire un hommage de faire un film qui s'appelle Tokyo, donc avec trois réalisateurs, Michel Gondry, Léos, et un Coréen qui s'appelle Bong Joon-ho. Et dont le point commun de ces films, quoi, le point le regroupement, c'est qu'ils se déroulent tous à Tokyo. Mais c'est 3 films qui sont radicalement différents, quoi, qui n'ont rien à voir, quoi. On se demande même pourquoi ils sont diffusés ensemble, quoi. Mais moi, celui que je préfère, mais sans de loin, c'est celui qu'on a fait avec Léo, ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, il y a eu l'invention de ce personnage. Donc, il est venu vers moi avec ce scénario. Et puis, j'ai eu le scénario, on en a parlé un peu. Et d'abord, il m'a parlé des sources du truc. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il m'a parlé on n'a jamais beaucoup parlé, hein, honnêtement, avec Léos. C'est une relation, il faut le savoir, c'est une relation très particulière, qui est très très mutique, qui est un peu de défiance, comme ça, d'une sorte d'entraînement, d'épreuve, de mise à l'épreuve et en même temps de confiance malgré tout, parce que moi j'ai rien demandé, c'est lui qui m'a choisi, quoi. En 83, je sais même pas pourquoi, moi, je m'en foutais complètement, c'est-à-dire honnêtement, de faire du cinéma, c'était pas mon ambition. J'avais tourné en quelques courts-métrages, j'ai dit bon, c'est marrant, mais pour moi l'essentiel, et ça le reste, ça demeure l'essentiel, c'est à que je reviens tout le temps, c'est sur les planches. Dans ce truc éphémère, qui est en direct avec le public, il y a quelque chose qui est irremplaçable là-dedans. Pour moi, qui m'apporte énormément, qui a à voir avec les auteurs, les poètes, l'écriture, le fait d'être responsable de ses paroles, de ses actes dans un espace donné, d'être en complicité aussi avec le public, de faire croire à des gens qui acceptent, ou pas d'y croire, mais d'être dans ce rapport-là, quoi, qui peut être très beau, quoi, qui peut être raté des fois, mais qui peut être très beau parfois aussi, quoi. Et puis il y a une vraie jubilation de ça, du théâtre, je pense. En tout cas, moi c'est le premier plaisir que j'ai trouvé il y a longtemps, quand j'étais au lycée. Et puis c'est ça qui me pousse à continuer. C'est cette pure jubilation de... Voilà.
de jouer, quoi. Comme les mômes, encore une fois. Et donc, il m'a parlé de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Il m'a conseillé de voir. Il y a Jean-Louis Barrault qui a fait ça dans un film, un téléfilm de Renoir, qui s'appelle Le Testament du Docteur Cordelier. Oui, c'est très très beau. Des fois, il est très agaçant, Barrault, au cinéma. Comme acteur de cinéma, on sent énormément de théâtre dans ce qu'il fait, quoi. La position du corps, la voix dans le masque et tout, quoi. Il peut être très agaçant dans certains rôles naturalistes, mais dans des rôles comme Baptiste dans Les Enfants du Paradis, dans le mime, dans la pantomime, il est génial. Et là, dans la création de Mr. Hyde, il fait un personnage qui est un peu de cette famille-là, qui a une sorte de Baptiste, mais tordu et très méchant, quoi. Vous connaissez le Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Stevenson. Donc on est parti de cette piste-là. Et pour moi, curieusement, c'est un personnage qui m'a tout de suite parlé, quoi. Il y avait l'idée, effectivement, qu'il avait une barbe comme ça. On l'a créé, mais il y avait vraiment des choses que Léos avait pensées, quoi. Une barbe en virgule, roux, un œil aveugle, blanc, des ongles très longs, aux pieds, aux mains. Et puis surtout une manière de se comporter comme ça, avec une épaule. Léo s'y boutonnait beaucoup à ce qu'il ait une épaule en l'air. Après je me suis dit, ah bah oui, et qu'il marche un peu les jambes un peu en canard, et puis avec des comme ça, et puis on regarde en l'air. Et puis après, mais c'est pas, à la fin du tournage, c'est la première fois que je me dis, ah mais en fait, c'est une représentation de lui-même. Je voyais Léo, on était prendre les eaux au Japon après le tournage, puis je vois un robe de chambre dans un truc, on était dans une sorte d'hôtellerie avec des bains tièdes, truc sympa, on peut faire les grenouilles sur les Puis je le vois comme ça au petit-déj, il se pointe au petit-déj avec les mono, et je vois qu'il marchait comme ça. Je me dis, ah mais je vois d'où ça vient. Sauf qu'il a exagéré à travers moi. De toute façon, ça j'en ai toujours conscience dans ces films que j'étais un support d'une projection d'un personnage imaginaire qui était issu de lui, quoi. Et donc il y avait ça, et puis le langage, le merdogon, quoi, qui s'appelait le merdogon. C'est les Japonais qui ont appelé ça le merdogon, parce qu'ils ne comprenaient pas des fois si on parlait en français, en anglais, ou avec en merdogon. Et ogon, ça doit être un site qui veut dire langage. Donc c'est le langage de merde, c'est le merdogon. Et donc Léo, il y avait en plus pour moi, donc curieusement pour ce personnage, autant les autres personnages, les personnages d'Alex, quand j'ai fait les trois premiers films de Léo, ça a été laborieux à faire émerger. C'était jamais ça, c'était proche de moi en plus. C'était dans une réalité, c'est des personnages qui étaient ancrés dans une société d'aujourd'hui, qui étaient contemporains, qui étaient habillés. Donc c'est presque plus difficile à les trouver, ces personnages-là, à les concevoir, à les jouer, que des personnages qui sont d'une autre époque, comme dans le théâtre, comme dans Shakespeare, qui sont déjà le costume d'un autre âge. C'est une contrainte et en même temps ça donne une liberté dans l'imaginaire. Quand c'est un personnage d'une autre époque qui parle comme on parle à notre époque, comme ça, qui est inscrit dans un quotidien, c'est beaucoup plus, c'est plus délicat. Donc on a eu du mal pour chaque personnage. On a réussi à les faire émerger, mais ça a été laborieux. Dire non, c'est pas ça. Le personnage est là, il n'est pas là finalement. Au fur et à mesure des tournages, on a trouvé à un moment donné le repère, le détail qui permettait de revenir instantanément à l'idée du personnage. Si vous voulez, pour Les Amants du Pont-Neuf, ça a été à un moment donné une scène que j'ai tournée pendant le début du tournage, où je commençais vraiment à me dire que c'était une entreprise de destruction, qu'ils auraient ma peau sur ce film. Mais vraiment, je blague pas. Je me suis dit, putain, ouais, je vais pas en sortir vivant, quoi. C'est une descente aux enfers, c'est un truc, ils veulent ma peau, quoi. Et donc, à un moment donné, plus, comme pour les premières scènes, on a commencé par le boulevard Sébasto, où une scène où je suis zombie, où je suis censé être totalement cuit, et on s'est repris à 3 semaines d'affilée pour trouver cette scène. Donc forcément, à chaque fois en plongeant un peu plus loin,
en mettant à mal, quoi, en picolant, en essayant de trouver de l'intérieur un état, finalement, une sorte de démarche qu'on a fini par faire de façon très très consciente avec Léos, de la sculpter presque dans la position du corps, le regard, quoi, comme un truc en passant par l'extérieur. Mais après ça, je me suis dit, putain, je ne savais plus où j'étais, et on a continué le film, j'étais au bord de la dépression, je ne comprenais plus où j'habitais, ce que je faisais là. Et il y a une scène qu'on a tournée au jardin du Vert-Galant, près du Pont-Neuf, hein, où simplement j'étais derrière des buissons comme ça, et je regardais Juliette en train de faire sa toilette à une fontaine, quoi. Et là j'étais tellement dans le doute que justement j'ai l'impression je ne sais plus si c'était le jeu, si je jouais, j'ai plutôt l'impression de subir une situation, et j'avais le regard fracassé, quoi. Et Léos, il voit l'erreur de ça, et il me dit, voilà, c'est ça. Il me dit, tu vois, c'est ça le regard que tu as dit, d'accord. D'accord. Ah, ok. Donc après, après le repère pour le personnage, chaque fois qu'on s'est retrouvés durant 3 ans, quoi, quand on ne se sentait plus où c'était à côté, quoi, il y a plus d'oubli dans le regard. Et d'accord, plus d'oubli, ok, donc voilà, quoi. Après, ça se retrouve, quoi. Pourquoi je dis ça? Eh ben oui, et Monsieur Maire, par contre, de façon étonnante, les premiers essais, plus moi, ça m'a tout de suite parlé, ce personnage. Le personnage, parce qu'il y avait quelque chose de très théâtral, de comédia dell'arte presque, de théâtre de rue, de carnaval, quoi. De faire un monstre, c'est génial, quoi. Puis le fait qu'il ait cette langue inventée, pour moi c'était vraiment comme si ce personnage, je l'avais cultivé en moi depuis très longtemps, depuis l'enfance. C'est un truc totalement, c'est là qu'on se rejoint finalement avec Léos. C'est un truc d'enfant, de cultiver une langue secrète, comme ça, c'est des choses comme ça, de l'imaginaire enfantin, quoi. Et en plus, il se trouve que j'avais moi-même spontanément expérimenté un peu un tel personnage, sans que j'en ai parlé à Léos, sans qu'il le sache plutôt, dans le contexte de la grève des intermittents à Avignon en 2003, où il y avait le protocole d'Ayagon qui passait pas, d'ailleurs ça ne passe toujours pas, quoi. Les restrictions par rapport au statut intermittent, quoi, c'est assez pourri, quoi. Et bref, mais il y avait un grand mouvement de grève et sur Avignon, je ne sais pas si vous étiez là. Non, d'accord. Et il y avait tout le monde du spectacle à Avignon, quoi, du théâtre, et qui étaient des techniciens et puis des comédiens. Et c'était extrêmement difficile de fédérer quelque chose, parce qu'il y en avait qui voulaient faire la grève, forcément, il y en avait qui voulaient jouer en disant, mais non, nous, ce qu'on joue, c'est porteur, le propos est porteur de nos revendications, professeur. Et donc il y avait cette question d'arrêter le théâtre, et moi il y avait quelque chose qui me chiffonnait là-dedans, que je trouvais pas très... J'avais quand même pas mal remué le truc dans ma tête, et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça l'idée? Est-ce qu'en tant que comédien, ou en tant qu'artiste, mais surtout en tant que comédien de théâtre, est-ce que c'est cohérent de manifester en s'amputant de ce moyen d'expression, et de jouer le même jeu que dans une entreprise, dans un rapport au patronat qui est quand même une sorte de position de chantage qui est assez, finalement, en soi, il y a des fois il n'y a que ça pour protester, mais qui est assez infantile, c'est de croiser les bras, de bouder par rapport au patron et dire, voilà, de se mettre dans une position d'inertie. Et je me dis que c'est un peu grave quand même d'en venir là, justement pour un métier quand même où il y a la possibilité de parler et de s'exprimer. Et donc moi j'avais réfléchi à ça, je me disais, non, on ne peut pas se permettre, ça ne me convenait pas, je trouvais ça presque obscène de fermer boutique.
Je me dis, il faut peut-être prendre le contre-pied de ça. Et je me suis dit, mais plutôt en tant que comédien, pour montrer qu'il y a l'énergie, qu'il y a plutôt que de dire on se croise les bras, on joue pas. Et en fait, quand tu es comédien, tu joues pas, c'est comme si tu étais en vacances. T'as pas l'enjeu de la représentation du soir. Donc, je m'en suis rendu compte au bout du deuxième jour de grève. Je dis, bah ouais, mais tu es complètement désinvesti de ton boulot, quoi. De ta peur, même d'une dynamique de travail. Je dis, non, le seul truc qu'on peut faire de façon honorable, c'est de ne pas s'arrêter de jouer du tout. Et de faire l'inverse, au contraire de faire la grève complète, de faire la grève de la fin FIN. Et donc forcément j'ai proposé ça dans une AG, et et tout le monde m'a dit ah c'est sympa, l'avant c'est très poétique ce que tu racontes et tout. Ça n'a pas du tout été pris au sérieux parce que les gens s'en foutaient, c'était plus simple de faire la grève quoi. Puis il y en a qui ont fait faussement la grève. Il y avait quoi ça? C'était presque une représentation d'un phénomène de grève, c'était assez marrant quoi. C'était une bonne. C'est un bon festival que j'ai passé finalement. Parce que ça révélait toute la connerie, l'hypocrisie. Quoi. C'était assez drôle. Et donc, moi, j'ai proposé ça à deux reprises. Et je me suis dit, j'ai plein d'idées. Je carburais à donf. En plus, j'avais un spectacle sur Bacon à jouer. Francis Bacon, le peintre. Et donc, j'étais plein de cet esprit-là, quoi. De cette liberté d'esprit de Bacon et tout, et donc j'étais bien remonté, et je lui ai dit, bah ouais, moi je vais faire la grève de la faim, quoi. Je vais faire Et donc comme cet imbécile, excusez-moi, de Fèvre d'Arcier, qui était directeur, à un moment donné, il a flippé, il y avait une sorte de tension dramatique, mais qui était surjouée, de menaces de mort et tout, par rapport... Ouais, non, sans blague. Par rapport à certains théâtres qui voulaient jouer, etc. Ouais. Et puis, oui, il y avait une surreprésentation de la phénomène de grève. Et comme Fèvre d'Arcier, il a flippé qu'il y ait des effusions de sang, donc il a fermé le festival au bout du 3e jour de grève, sans que rien soit résolu. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, en fait, il faudrait faire... je continue sur mon idée de continuer représentation... mon idée c'était de faire un fantôme du théâtre qui arpente les rues comme ça, qui continue à être dans le jeu quoi, pour rien, simplement pour le plaisir pour maintenir une flamme, une lueur comme ça, un scintillement. Et donc j'ai proposé avec j'avais 2 danseurs qui travaillaient avec moi sur le truc de Bacon, et je me suis dit on pourrait peut-être faire des comment dire des interventions comme ça, un peu trash dans la rue, de représentation, de danse, et puis comme ça, puisque les théâtres étaient fermés, je me dis on va redescendre dans la rue, ce qui me plaisait beaucoup d'ailleurs, parce que quand même c'est un plaisir de jouer dans la rue, quoi, de pouvoir... Et en fait les copains qui étaient avec moi, ils me disent mais non, tu comprends, on va nous prendre pour des gars du off. Et c'était un peu ridicule, parce qu'on était dans le in à l'époque, je me dis bon d'accord, et je vais le faire tout seul. Et en fait j'avais amené des trucs, parce que j'avais répété à Lausanne le truc, puis je sais pas pourquoi j'avais amené à Avignon des éléments de costume, j'avais une idée de personnage comme ça. J'ai trouvé un bonnet de poil, un bonnet de fourrure, quoi, une coiffe ancienne avec des poils comme ça qui faisait un peu animal. J'avais amené une vieille redingote verte qui m'avait servi pour un film. Un truc qui se passait au XVIIIe siècle. J'avais amené un monocycle, c'est un truc comme ça. Et puis un petit concertina, un petit instrument de musique, un petit accordéon. Et puis aussi une sorte de bougeoir avec de bougeoir un peu comme un objet un peu d'église, quoi, dans lequel on pouvait mettre une bougie qui avait 2 petites portes comme ça. Et en fait, j'ai créé un personnage, une sorte de fantôme du théâtre que j'ai... et oui, j'avais aussi amené des dents en acier, des trucs que j'avais dans un film qui faisait un peu... un personnage un peu monstrueux, quoi, une sorte de monstre. Et je me suis fait un truc comme ça, à partir de la fermeture, j'ai déboulé dans les rues, en monocycle. Et comme ça donnait une position un peu respectable de performance circassienne. Et puis en fait j'avais juste une idée simple, j'avais ma bougie, mon monocycle, mon petit concertina, et je voulais surtout pas parler, juste faire des grognements quoi. Et puis
je me suis mis devant le palais des papes, et puis j'avais ma bougie, et imaginé un jeu hyper simple, de faire tenir ma chandelle aux gens qui passaient, et de jouer sur mon concertina la sonnerie du palais des papes. Vous voyez, déjà. Pam, 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 pam. Et je me suis éclaté. Ça m'a permis de revenir à la rue, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps, au théâtre de rue, quoi, d'improviser, d'être comme ça, Et j'ai passé des très bons moments. Je n'ai pas fait tout le festival parce que c'était quand même amusant, quoi. Puis après, tout le monde s'est barré parce que s'il y avait la grève. En fait, normalement, tout le monde avait dit ouais, on vote la grève et tout. Il y en a plein qui sont partis répéter d'autres spectacles, quoi. Donc la grève, c'est un peu bidon. Mais bref, quand Léos m'a parlé de ça, je me dis bah ouais, mais je le connais ce personnage. Pour moi, j'ai déjà expérimenté. Et puis, on a fait les premiers essais, donc à Paris, avant de partir à Tokyo. C'est physique, quoi. Donc déjà avoir les éléments, un peu le costume vert. Un peu les ongles, tout ça un peu pas bien fini, un peu la barbe, l'œil comme ça qui était un peu particulier à porter parce que ça, déjà il faut supporter une grosse lentille complète et puis surtout de travailler borgne, c'est-à-dire d'avoir qu'un œil qui voit. Après il faut s'y habituer, mais avec un seul œil on peut voir pas mal, hein. Finalement on se démerde, quoi. Et donc on a fait les premiers essais, ça hop là. Simplement de faire déambuler, parce que le premier enjeu du film, c'est le grand travelling, au départ. Quand il est à Ginza, qui fait toutes les conneries, qui pique des trucs. Donc on a essayé avec eux, ils me suivaient en voiture, avec Caroline Champetier, vers... comment ça s'appelle? Vers... je sais plus où. Enfin bref, dans un coin de Paris, où il y avait un peu d'espace. Je sais plus, par là, quoi. Et moi j'ai pensé, c'est un personnage, c'est-à-dire pour moi j'ai une formation quand même, la principale formation que je reconnais de comédien, c'est des stages que j'ai fait de comédia dell'arte, avec un type qui s'appelle Carlo Bozo. C'est quand même du théâtre de tréteau, qui est très expressif, qui est du masque, où il y a la parole et tout. Et pour moi c'est quelqu'un qui m'a donné des choses essentielles de dynamique et de rapport de jeu, de rapport de personnage, de rapport avec le public, mais dans un truc très, très, très fort, ouais, très grand, dans une dimension qui n'est pas forcément, ne peut pas jouer dans cette dimension-là forcément dans n'importe quel théâtre, encore moins au cinéma. Mais ça n'empêche que c'est des choses, presque des réflexes, et puis des choses qui me nourrissent encore, quoi. Quand on a abordé Merde la première fois, j'ai pensé à un personnage que j'avais esquissé dans un stage de comédie dell'arte, qui est un personnage napolitain, c'est Pulcinella, qui est un personnage avec un masque comme ça, un peu avec le nez un peu aquilin, comme ça, qui est bossu un peu, et qui a une démarche très, très dégingandée, comme ça, mine de rien, et qui peut être hyper brusquement dégager une énergie et être très très méchant et très vif, mais qui parle un truc comme ça. Et je me suis donné ça comme dynamique de départ. Effectivement, en faisant Monsieur Merde, comme ça, en esquissant les premiers pas de Monsieur Merde, j'ai été là-dedans, et à ma grande surprise, Léo, il m'a appelé le lendemain, il a vu des résultats, il m'a dit, il est là, le personnage, il existe. Je dis, pas mal, c'est bien la première fois, quoi. Et surtout, on ne s'embarquait pas pour longtemps, quand on avait été un temps limité en plus de tournage à Tokyo, pour 15 jours. Et donc il y avait ça déjà, et après, finalement, le principal travail qu'on a fait en amont du film, c'est d'aborder le merdogon. Et le merdogon, en fait, ça a commencé par des phrases jetées comme ça par Léo sur le papier, quoi, dans le script, avec la première scène entre Monsieur Merde et son avocat, là, qui est joué par Jean-François Balmer. Et donc, il y avait un discours comme ça, mais sans traduction, quoi. Et les premiers mots Merdogon, d'ailleurs, c'est Aglouglia, Aglouglia, Alcaro Tuchet. C'est-à-dire, non, je ne veux pas. Comment là, je vais après, quoi. Et donc, la question, c'était comment parler cette langue qu'on ne comprenait pas. Et
Et comment essayer aussi de trouver des gestes, trouver un ton où ça n'apparente pas une langue existante. Surtout des gestes et puis une intonation. Donc il y a Léos Balmer à moi, il nous a parlé d'Artaud, des enregistrements d'Artaud. Justement, il passe d'une voix très aiguë à une voix très comme ça, très profonde, où il y a plusieurs registres, quoi. On a essayé plein de trucs, on a essayé aussi en parlant, en aspirant comme ça. On s'est dit c'était pas viable, quoi. Et il y avait le matos comme ça. Moi, je m'inquiétais pas, quoi. Avec l'habitude que j'avais de travailler avec Léos sans vraiment poser de questions, en me disant bon, on va voir, ça va apparaître sur le tournage, il y a quelque chose qui va émerger, parce que moi, je suis assez confiant aussi dans le fait qu'il y a une magie qui s'opère, comme quand on se trouve sur scène devant le public, on est capable d'une énergie, d'une conscience, d'une inventivité qu'on ne trouve pas forcément en répétition. De la même chose quand ça tourne, il y a quelque chose, une chose qui se condense de capacités physiques, mentales, qui sont assez extraordinaires. Et donc j'ai toujours un peu tablé là-dessus, même des fois pour passer des mouvements acrobatiques, en répétition je ne passais pas tout seul, et puis quand ça tournait, je dis bah ouais j'y vais. En bref, on se lance. Et ça passe généralement. Et en fait là c'est la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a eu Balmer sur le coup. C'était la première fois qu'il travaillait avec Léos, donc il était très, très sympathique, qui était ravi d'embarquer avec nous, en même temps qui était comme un novice, quoi, donc qui était plein de délicatesse, de timidité, d'humilité même. Il était très touchant, puis c'est un type qui avait envie de bosser, quoi. J'ai beaucoup apprécié sa présence sur le film. Et lui, à un moment donné, il avait un grand discours en Merdogon, là, quand il vient me voir en prison, le premier truc. Et à un moment donné, très très embêté, il dit Léos, mais écoutez Léos, il faut que je comprenne ce que je dis. Ce qui est assez naturel, mais bon. Moi j'étais prêt à le faire sans comprendre, quoi. Et Léos, il a masqué un peu pendant en recevant ça, et le lendemain, il est venu avec une traduction et un lexique de Merdogon. Et donc, là, ça a commencé à voir comment ça pouvait fonctionner cette langue. C'est-à-dire un vrai lexique avec pratiquement tous les mots. Je crois que le tout début de la parole, de l'écriture en Merdogon, la scène, c'est une chose tout bêtement qu'il a pris dans sans doute ses livres de chevet, qui est le voyage au bout de la nuit de Céline, et donc il a pris le premier paragraphe, et donc il a pris justement la teneur du premier paragraphe en distorsionnant les mots, en essayant de les travailler à partir de ce matériel-là, bêtement. Mais ensuite, il a fallu passer au fait de rendre ça signifiant, quoi. Et donc, c'est comme ça que le Merdogon est né, c'est-à-dire avec cette demande de Jean-François Balmer. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'était un langage complètement arbitraire, avec un vocabulaire minimum nécessaire pour ce qu'il y avait à dire dans le film, et puis avec des choses qui reposaient sur du n'importe quoi, du jeu de mots, des blagues à tiroir même, c'est-à-dire des sortes de trucs extrêmement ludiques finalement, plein d'esprit. C'est-à-dire par exemple, dans le Merdogon, il y a du verlan de l'anglais, par exemple. Comment on dit Al-Kinf, c'est-à-dire je pense. Et Kinf, c'est l'envers de think. Tu vois, il y a plein de trucs, il y a des trucs du verlan. Après, il y a des trouvailles comme, pour dire femme en Merdogon, c'est Konjo. Et Konjo, c'est l'inverse de Joconde. Après, plus fort encore, pour dire jusqu'où ça va, quoi. Pour dire. Pardon ? Excusez-moi, ça veut dire que c'est. Moi, j'avais le sentiment en regardant que il y a une part d'improvisation. Non, pas du tout. C'est très écrit. C'est-à-dire, et c'est vraiment. C'est typique du travail de Léos. Finalement, il y a très très peu d'improvisation comme ça, en tout cas dans un domaine large. Il y a toujours de la création
dans l'infiniment petit, dans le détail, mais finalement, entre le scénario et le film, c'est extrêmement fidèle. C'est comme une partition qui est vraiment qui est suivie. Une partition, c'est-à-dire qu'il y a des choses des fois qui sont marquées en quelques lignes, des fois une scène qui est décrite en 2 lignes, et ça peut faire 2 nuits de tournage, quoi. Une scène énorme, comme dans c'est pour ça, moi j'ai l'habitude depuis que je travaille avec lui, je lis les scénarios, je dis, il y a un truc qui paraît anodin, je dis, oh putain, et ça il va falloir, c'est du boulot, quoi, mine de rien. Par exemple, je sais pas si vous avez vu Mauvais Sang, la scène qu'on a fait qu'on a tourné pendant une nuit où Alex il court dans la rue sur la musique de Bowie, il y a marqué juste, Alex sort de la boutique en se tenant le ventre, et il se met à courir de plus en plus en déséquilibre jusqu'à une danse acrobatique, quoi. C'est marqué comme ça. On va dire, ça c'est pas grave. Et puis quand si, en fait, donc c'est vraiment c'est vraiment un relais très important, y compris dans les dialogues. C'est-à-dire tous les dialogues, ils sont marqués, quoi. Et là, tout ce qu'on dit, il n'y a pas vraiment d'improvisation en mer de Gon. Sauf sur le pont, quand je jette des grenades, où c'est moi où j'ai lancé comme ça à travers des... Ah oui, il propose de net, que ce se trouve. Mais là, même sur le pont, c'est pas du tout improvisé. C'est-à-dire que, non, c'est extrêmement conscient, et c'est-à-dire que toute la gestuelle de lancement des grenades, c'est un truc qu'on a répété hors du pont, mais c'est-à-dire que les gestes, c'est hop, tac, une grenade en avant, tac, tac, une grenade en arrière, ensuite, sur le côté, et c'était vraiment un truc, donc il y a une concentration maximale là-dessus, sur un parcours. Et puis en plus, après c'était, pour l'anecdote, c'était drôle, et puis non, parce que sur cette scène-là, c'est la première qu'on a tournée de Monsieur Merde sur le pont. Il y avait cette chorégraphie des grenades, c'était des grenades en polystyrène, quand même, pas des vraies grenades forcément, mais légères, quoi. Et donc et déjà de choper ça dans un sac avec des ongles Sacom, c'est délicat. Et en plus, j'avais la recommandation impérative des producteurs japonais de surtout les grenades de ne pas les jeter en contrebas, parce qu'il y avait une route en contrebas, quoi. Donc je vais faire semblant de faire des gestes où je faisais semblant de lancer, puis je les laissais tomber à côté. Et c'était en travelling arrière, donc j'étais cadré jusque là, et c'était marrant, quoi. Il y avait vraiment des effets spéciaux très artisanaux, c'est-à-dire que pour simuler l'éclatement des grenades à l'image, et pas au son, mais à l'image, et le souffle de l'explosion, c'est-à-dire en dessous du cadre, moi j'ai marché comme ça, et le truc là, ma besace et tout, la chorégraphie, et en dessous du cadre de la caméra, c'est-à-dire accroupi comme ça, il y avait 5 japonais avec des flashs, il y en avait 3 avec des flashs d'appareils photo électriques, et il y en avait 2 avec des sèche-cheveux, et après chaque grenade que je jetais, il décomptait de 5 à 0 en japonais, et il déclenchait les flashs et les sèche-cheveux. C'est sûr. Voilà, et donc voilà. Et donc le Mer de Gon, ça a commencé comme ça, quoi. Donc, du coup, moi, quand j'ai compris, il y a un autre truc qui est marrant en Mer de Gon, c'est-à-dire pour dire ce dont il parle Balmer au départ, il dit on est de la même origine, on vient même du même monde. Et donc c'est Tobruk en Mer de Gon. Et Tobruk, ça veut dire origine. Et en fait, Tobruk, c'est en verlan, c'est Courbet. Et Courbet qui a peint l'origine du monde. Vous voyez, c'est que des trucs épouvantables, des vannes à tiroir comme ça. Et du coup, moi je suis assez content parce qu'en voyant ça, on me dit c'est drôle, c'est dans ce rapport ludique. Du coup, j'ai proposé à Léos des mots. J'aime bien des fois les mots, des mots qui ont une sonorité sympa dans des langues étrangères. Des fois, j'apprends juste un mot, j'aime bien. Voilà.
Et donc j'ai proposé une liste de mots que j'avais collectionnés, dont Takanatateuk, qui est du bulgare, qui veut dire etc. Takanatateuk, et donc qui est devenu en merdogon Tukunatateuk, qui veut dire ici, là, maintenant. C'est un peu une cheville langagière qui est assez pratique. Tu veux faire. Et Tukunatateuk, là, Tukunatateuk, zrud. C'est-à-dire, et maintenant je dis cela et je réponds cela. On dit cela, voilà. Et donc, principalement, avec le principal travail pour ce film, c'était une quinzaine de jours avant de partir, de rejoindre Léos à Tokyo pour commencer le tournage. C'était en décembre 2007, il me semble. Et avec une assistante japonaise et avec Jean-François Balmer, on se réunissait tous les 2 jours quoi, pour faire une séance de merdogon. Et moi j'ai appris très vite le merdogon parce que ça me plaisait. Donc je disais bon, comment tu dis je suis en merdogon. Il dit Alkwage. Ok, fais-moi une phrase avec Alkwage. Alkwage Vung. C'est-à-dire je suis un con. Ouais, je suis je suis bête, stupide, Vung. Ouais, c'est ça à peu près. Et la claque? Et la claque, c'est de l'hypopostonette. C'est ça fait partie des gestes. C'est-à-dire orivi. Orivi, c'est-à-dire ah ou vive. Et l'hypopostonette, c'est la divinité merdogone. Et c'est-à-dire chaque fois qu'ils invoquent le nom de leur dieu, ils se donnent une grande baffe. Donc c'est les quelques gestes qui ont été répertoriés pour faire vraiment, déjà de dire aglouglia en se grattant 2 fois, et c'est précis, en se grattant 2 fois la narine gauche avec l'auriculaire droit, ça veut dire non, aglouglia, ok? Alk, c'est je. As, c'est tu. C'est nous. Tuet, c'est la locution négative. C'est-à-dire, alkerotu tuet, tuet, ça veut dire non, ça veut dire pas. Alkerotu tuet, ça veut dire je ne veux pas. Tuet, ça veut dire jamais, quoi, en quelque sorte. Et sinon, se sroup, c'est-à-dire c'est bien. Et cube, se sroup. Voilà. C'est à peu près l'essentiel, quoi. Après, bon, c'est ouvert, quoi. Là, on a inventé pour Alimotos, on a inventé, on a dû rajouter 2 mots, je crois, en merdogon. Genre, que j'ai pas, je sais plus d'ailleurs. Mais c'est évolutif. Et puis, quand même, il y a un minimum de règles. Il y a des noms qui deviennent des verbes en rajoutant le suffixe vi. Par exemple, xeui, c'est l'œil. Xeui vi, c'est voir. Donc après, on peut inventer. Bon, après, j'ai rutra, c'est la vie. Rutravi, c'est vivre. Après, on pourra prendre n'importe quel mot, quoi. Voilà. Zedom Poukob, c'est la grande aube. Ils disent qu'on attend tous Zedom Poukob. Et parce que tout le premier truc, effectivement, c'est pas traduit, c'est pas sous-titré. Il n'y a que moi qui le comprends ce que dit Balmer là-dedans. La première, il me parle en prison. Donc en fait, les merdeux, ils attendent la Zedom Poukob. Donc Zedom, ça veut dire grand. Donc, veut dire Zedom vi, ça veut dire grandir. C'est vraiment très pratique. Et donc moi j'ai commencé du coup ça m'a tellement plu comme langue. Et parce que c'est fabriqué totalement arbitrairement. Et pourtant, on peut, ça marche quoi. On peut raconter, on peut dire des trucs. Et du coup, très vite, il y a un soir, on était à Tokyo. Et puis au dîner, on se dit, on devrait faire un hymne aux merdeux quoi. Et donc Balmer, il commence, il dit, ouais, on peut dire, oibi, là, il propose tonnette. Comme ça, c'est le refrain. Donc comme ça, on blague comme ça. Et rentré à l'hôtel, moi, je me suis mis à écrire 3 couplets de l'hymne merdogon. L'hymne à la merde, si vous voulez. Arrivi, lei popostnetet. Arrivi, honon kram samli. Arrivi, lei
popostretet, ahiri, hanenu rutravi. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le cinéma qu'on fait en France? Est-ce que tu vas au cinéma? Très peu. Très peu. Franchement, très peu. Parce que quand je suis disponible, quand je suis pas en train de travailler, souvent en théâtre, j'ai pas du tout le réflexe d'aller au cinéma. Quoi, je préfère voir ce qui se passe dans la rue, dans le métro, que d'aller m'enfermer dans une salle de cinéma. Donc après, je découvre souvent les films tardivement, soit quand ils repassent à la télé. Et des fois, il y a des trucs que j'ai envie de voir. Quoi. Je me dis, ah, tu sais, j'aimerais bien voir ça, et puis j'ai pas le réflexe d'y aller. Et puis, souvent, en plus, il y a le défaut dans la promotion du cinéma, c'est tellement on a parlé des films, les films qui sont largement promotionnés, quoi. Tellement on voit les affiches, tellement il y a des articles dessus, que des fois, j'ai presque l'impression d'avoir vu le film. Et je me dis, bon, Et puis, je suis dans un rapport, finalement. C'est pas que j'aime pas le cinéma, j'aime beaucoup j'aime beaucoup des choses qui se font, l'image, quoi. Mais j'ai été. Il y a un cinéma que j'aime beaucoup, pour moi, parce qu'il est presque plus onirique. Et puis, je dois être un peu dans une sorte de mouvement nostalgique d'un certain passé, quoi. Et j'ai tendance plutôt j'aime beaucoup voir des vieux films, en fait. Il y a une sorte comme ça, de rituel, de fidélité que j'ai par rapport au cinéma, c'est de souvent de regarder c'est tard souvent, mais le dimanche soir à la télé, il y a le cinéma de minuit, où tu as des vieux films, des fois des choses des classiques ou des choses qui sont plus du tout diffusées, quoi. Et j'ai passé un cinéma que j'aime bien, parce que j'aime bien beaucoup le noir et blanc. Je trouve qu'il y a une définition de l'image en noir et blanc qui est très. Ouais, qui rend un univers qui n'est pas exactement celui de la vie, qui est onirique, forcément, qui est un peu décalé. Il y a souvent un jeu dans les vieux films. Je parle c'est jamais très très vieux, quoi, le cinéma, ça il y a qu'un siècle. Mais il y a un rapport du travail des comédiens que je trouve souvent qui me cause, quoi. Qui a un jeu, en fait, qui vient directement du théâtre. Donc il y a, je sais pas, il y a quelques, si vous voyez dans les vieux films français, souvent où il y a beaucoup de comédiens qui sont des comédiens de théâtre. Donc il y a une manière de prise en charge, de construction des personnages, même dans les seconds rôles, dans les moindres rôles, où il y a quelque chose, il y a un goût du jeu, et d'aller aussi souvent de se déplacer vers les personnages, quoi. Et puis il y a des grands comédiens que j'ai plus de facilité à apprécier dans le passé, que le cinéma moderne. Souvent je trouve ça un peu étouffant, quoi. La définition, il y a une sorte de chose presque. Ça manque de mystère, l'image cinématographique contemporaine, parce que tout est net. Il y a une sorte de chose, et puis dans la couleur, souvent c'est envahissant. Je trouve que le jeu, je parle pas de tous les films, mais quand même ça va vers une sorte de pseudo-naturalisme du parler quotidien qui m'emmerde. C'est-à-dire où ça devient très bavard et ça bave en même temps. J'ai horreur du naturalisme. Il n'y a rien de pire. Pour moi, je ne me reconnais pas là-dedans, parce que c'est pas l'acte de jouer est tout sauf naturel. Et même si c'est inspiré de la vie, c'est une sorte de miroir de l'existence, de l'humanité, d'une société. Dès qu'il y a un acte de jeu, ne serait-ce que de marcher ou de parler sur un plateau de théâtre ou dans un film, c'est déjà une stylisation. À la manière je dirais, à la manière de Céline, sa manière qu'il a de travailler, de rendre l'expression parlée, ça passe par une stylisation énorme et une rythmique,
un choix des mots, une construction, une invention. Donc ça, à chaque fois, c'est du style. Par exemple, pour moi, le cinéma que je fais, effectivement, les dialogues des films de Léo, c'est extrêmement écrit, que ce soit en merdogon ou en français, quoi. Et donc, c'est une démarche de la part du comédien de rendre vivant du matériau écrit. Mais comme on le voit, c'est ça où je trouve qu'il y a un grand génie des comédiens des comédiens comme Arletty, des comédiens qui ont eu affaire au scénario, à l'écriture de Prévert. C'est de faire retentir des phrases dont aujourd'hui, à mon avis, il y a des comédiens qui disent « Ah ben non, je ne peux pas dire ça ». Genre atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Le truc fameux parle d'Arletty que tout le monde peut citer. Là, aujourd'hui, je ne sais pas combien de comédiens diraient « Ah ben non, je ne peux pas dire ça ». Il y a une manière de pas se déplacer vers le rôle et vers la partition qui vous est donnée, mais de la ramener à soi, de se mettre. Je l'ai vu faire, je ne parle pas. J'ai vu des gens sur des plateaux de cinéma, ou de télé, ou des trucs, des gens dire ah non, je ne peux pas dire ça comme ça. Et puis ça empêche. Des fois, il y a des choses qui sont très mal écrites, mais alors on ne les fait pas. Quand on fait autre chose. Mais quand il y a du style qui est imprimé, quoi, vraiment une personnalité dans l'écriture, c'est plus intéressant d'aller vers ça, comme on fait au théâtre. C'est-à-dire, si on prend bon, Molière, c'est différent. Non, Shakespeare, c'est traduit, donc c'est adapté. Mais quand on va vers une partition de Coltès ou de Beckett ou de Molière ou de Racine, on va dire, ah non, on préfère le dire comme ça, quoi. C'est important, c'est de la musique aussi, quoi. Donc voilà, donc mon avis sur le cinéma contemporain, j'en sais rien. Non, mais c'est très bien. Ça t'emmène loin, c'est parfait. Merci. Merci.